J'ai fini dans la maîtrise et c'était les choix étaient plus ou moins acquis. Ça serait donc la France, ça serait l'école des études en sciences sociales et ça serait donc Philippe Descola. Donc pour préparer ses premières années en France, qu'on appelait à l'époque les DOA, en fait, c'était diplôme d'études approfondies, c'était une année qui finissait pour un mémoire, ça a disparu, mais maintenant ça correspond au Master 2. Voilà. Donc pour préparer cette année, je me suis pris quelques jours et je suis venu en France, à Paris, pour connaître la vie de Philippe Descola. Donc je me suis installé dans un petit hôtel ici, pas loin du laboratoire, et j'ai fait rendez-vous, et puis j'ai croisé pour la première fois les portes de mythiques laboratoires d'anthropologie sociale, qu'à l'époque, encore je me demandais, comme je pense que c'est le cas de pas mal des étrangers, pourquoi un laboratoire d'anthropologie s'appelle laboratoire. Bon, en fait, c'était pas parce qu'on y pratique en fait, des expériences avec mais que bon voilà, c'est une façon de nommer un centre de recherche en fait. Et donc je suis rentré, j'ai croisé la bibliothèque qui était assez impressionnante, hein, donc, avec ces lemmes enfin, pour la patrie, les sciences et la gloire. Et je suis allé jusqu'au bureau du directeur adjoint et j'ai rencontré donc, Philippe qui était maître conférence hein, et directeur adjoint du laboratoire. Et donc il a été très intéressé par les projets. Et j'avais fait un projet d'anthropologie économique à l'époque pour être accepté en thèse, on va dire, en DOA. Et donc, voilà, je pense qu'il a compris que j'avais une formation suffisante pour entrer en DOA. Et donc, il était plutôt. Il m'a paru plutôt favorable à m'accepter comme étudiant. Et il m'a dit, oui, il y a un seul problème, c'est que je ne suis pas directeur d'études, mais il y a bientôt les élections, je me présente, peut-être ça sera déjà comme directeur que je pourrais t'accueillir, vous voyez. Et donc, et en effet, donc, en septembre, je m'installe donc à Paris pour commencer, avec lui déjà comme directeur d'études à l'école, donc ça a permis de commencer directement avec lui et pas avec un directeur formel, comme ça arrive souvent, lorsque le directeur réel, c'est un maître de conférence qui n'est pas autorisé encore à diriger des thèses. Et donc, j'arrive à Paris, j'avais demandé à être résident à la Cité internationale universitaire, où l'Espagne disposait d'une maison. Donc, j'étais accueilli, c'était une grande chance parce que, bon, arriver à Paris avec une bourse assez, disons, faible, hein, donc ça permettait d'être installé de façon confortable sans avoir à chercher des appartements ou autres. Et donc, bon, c'était... et puis, voilà, j'avais toutes les conditions et tout le temps pour me consacrer, en fait, en quelque sorte, à intégrer les bases hein, de l'anthropologie française à laquelle je voulais vraiment je voulais acquérir en fait ces bases, ces prémices on va dire. Et donc j'ai fréquenté un tas de séminaires et j'ai eu l'occasion donc de suivre donc, par exemple, bien sûr, le séminaire de Philippe lui-même, hein, de Philippe Descola, mais aussi le séminaire de Claude Meillassoux, qui faisait encore à l'époque un séminaire. Il n'était pas
directeur d'études à l'école, il était directeur de recherche, mes souvenirs sont bons, mais il organisait quand même un séminaire à l'école. Donc, je suivais les séminaires de Godelier, qui se faisait les soirs, en fait. C'était spécial. Et à l'époque, lui, je pense qu'il n'était pas à Paris, mais il venait tous les mois pour faire son séminaire, donc dans 3 jours, le soir. Et donc, bon, c'était assez intéressant parce qu'il réfléchissait à notre voie, en fait. Il réfléchissait à la différence de Philippe Descola qui préparait de A à Z son cours. Godelier arrivait avec des notes de lecture et parfois c'était génial, d'autres fois c'était pas franchement intéressant, mais c'était quand même immense dans tous les cas. Et il y avait beaucoup de gens, beaucoup de latino-américains, pour qui encore à l'époque l'anthropologie marxiste que Godelier ou autres de l'école développée, donc qui était quand même importante. J'ai suivi Emmanuel Terré, j'ai suivi Amsel, j'ai suivi toutes les différentes approches en fait, qu'il y avait à l'époque à l'école. Et aussi Françoise Héritier, qui était donc la directrice du laboratoire auquel je me suis donc d'office intégré comme étudiante doctorale, en fait. Donc c'est le laboratoire d'anthropologie sociale. Et donc ces années, ils ont été très, très riches. Très riches. C'était vraiment c'était une combinaison d'émotions, en fait, une ouverture totale du temps, une ouverture totale à comprendre de nouvelles idées, etc. C'était la découverte de Paris aussi. C'était quand même une ville par rapport à Barcelone des années 80, disons, qui sortait à peine, en fait, de franquisme. Bon, c'était vraiment une ville exceptionnelle. Il continue à l'être. Mais bon, à force de vivre, parfois on n'y pense plus. Mais bon, c'était pour moi une époque particulièrement intense en fait dans ma vie. Et donc j'allais à des choses qui aujourd'hui nous paraissent en fait complètement ridicule, mais l'accès à la bibliographie, en fait. On a oublié ça, mais à l'époque, c'était essentiel. On n'avait pas tout ce qu'on voulait comme élément de bibliographie à disposition à Barcelone. Ici à Paris, tu es allé à la bibliothèque du Musée de l'Homme, de l'ancien Musée de l'Homme, il y avait quand même tous les grandes revues à disposition, on pouvait faire des photocopies, j'avais fait des milliers de photocopies en fait, des articles. En plus c'était une telle avidité parce qu'on ne savait jamais si ça c'était la dernière année en fait. Donc j'avais des tonnes de photocopies, des articles, etc. Et donc bon, c'était une époque particulièrement riche en fait. Il y avait et puis finalement mon projet que j'avais présenté pour DOA à Philippe, l'anthropologie économique, a évolué et pas mal parce que disons j'ai déjà réfléchi à l'époque donc à Paris en termes de thèse en fait. Donc c'était plus, j'ai commencé à préciser un peu mon projet. Et donc je voulais approfondir les propositions ouvertes par Philippe Descola. Et je me suis dit, moi je n'avais pas une particulière vocation pour ce qui est anthropologie écologique, hein, pour la relation des sociétés à la nature, à l'environnement naturel, on va dire. Je me sentais pas, j'étais assez urbain en fait finalement.
et je ne me sentais pas très, très intéressé pour ça. Je me suis dit, je vais marquer en fait un domaine d'intérêt. Ce serait, j'avais pensé comme ça, anthropologie de la nature humaine. Donc il y avait l'anthropologie de la nature de Philippe, donc la nature surtout environnementale. Et je me suis dit, bon, bah, je vais faire l'anthropologie comme ça, non, pour marquer un peu un centre d'intérêt, pour dénommer un centre d'intérêt, l'anthropologie de la nature humaine. Et donc, qu'est-ce que c'était l'anthropologie de la nature humaine? C'était un peu essayer de réfléchir de façon similaire à que Philippe l'avait fait pour la nature environnementale, mais à la nature humaine. Et donc, en DOA, je devais faire une mémoire d'une centaine de pages. Et je me suis dit sur quoi ça va porter ces mémoires. Et j'ai voulu, en fait, procéder de façon parallèle à la façon dont Philippe Descola lui-même a procédé, et opérer une critique de la sociobiologie, de la même façon que lui avait fait une critique de l'écologie humaine, en fait. Donc, écologie humaine, anthropologie de la nature, sociobiologie, anthropologie de la nature humaine. Et donc, je me suis, j'ai essayé de lire, en fait, les fondements théoriques de la sociobiologie humaine. À l'époque, il venait de paraître le célèbre article de Napoléon Chagnon sur la revue Science, non, sur la maximisation génétique, Yanomami, etc. Donc c'était un moment, disons, important pour la sociobiologie. Et donc je fait d'abord une réflexion théorique sur les limites, donc critique, hein, bien sûr, sur les limites de la sociobiologie humaine. Et donc pour ça, j'ai lu à peu près les grands auteurs, donc Wilson, donc Hamilton, celui qui a été à l'origine des propositions sociobiologiques. Et aussi, donc ça c'était la première partie de ma thèse, de mon mémoire. La deuxième partie, c'était une analyse en fait de tout ce qui a été fait en sociobiologie en Amazonie à l'époque. Et j'avais fait, voilà, j'avais organisé, il y avait pas énormément, mais il y avait quand même beaucoup. Hein. Il y avait peut-être une centaine d'articles brevement sociobiologiques. Et donc j'avais organisé par thématique, etc. Et, dont la première partie théorique a fait. Donc j'ai présenté ces mémoires de DOA et qui avait dans le petit jury de Françoise Héritier et Philippe Descola en tant que directeur. Donc Françoise Héritier a été intéressée, parce que finalement elle travaillait aussi en quelque sorte sur l'anthropologie de la nature humaine. Hein. C'était plutôt elle que même Philippe Descola. Et donc elle a été très intéressée par la mémoire. Et je pense que c'est elle, dans le jury, qui m'a dit « Ah, il faut peut-être publier ça. » Enfin, et donc le problème, c'est que les Français étaient assez approximatifs. Et un des avantages de la Cité internationale universitaire, c'est qu'on avait des copains de partout. Et j'avais un copain québécois, justement, qui m'a aidé à corriger mon français. Et cela m'a permis, un philosophe, étudiant de philosophie à l'époque, et ça m'a permis de faire une version, disons, que j'ai soumise à Gradiva. Et donc, l'article s'appelait « De scientisme en sociobiologie ». Et bon, c'était un article, on va dire, d'histoire de l'anthropologie. Et donc, j'ai soumis, c'était Jean Jamin, à l'époque, le directeur de la revue. Et voilà, bon, l'article, apparemment, bon, ça a plu aux éditeurs.
Et donc est paru en 92. Bon, à l'époque, donc ça, j'ai soumis cet article 2 années auparavant, c'était 90. Et bon, à l'époque, tout tardait plus. Hein. Bon, maintenant, de toute manière, 2 ans, c'est la moyenne de la publication d'un article. Et donc, je me rappelle très bien ce premier article. Vous pouvez imaginer les plaisirs que ça fait, le premier article. Donc, j'étais déjà sur le terrain, j'étais dans une petite pension modeste où j'ai passé mon temps à Iquitos, donc en Amazonie péruvienne. Et Jean-Pierre Chaumet, qui était donc un collègue qui avait aussi travaillé en Amazonie péruvienne, et il connaissait bien l'adresse de ces petites pensions qui étaient fréquentées par tous les chercheurs qui travaillaient en Amazonie péruvienne à l'époque. Et donc il m'envoie par courrier la photocopies de l'article. Il n'y avait pas Internet. Et j'ai ouvert c'est un soir à Iquitos, l'enveloppe avec la photocopies de mon article, et j'étais enfin, hyper heureux de voir ça et m'imaginer être lu dans les salons de Paris. Et moi, donc, Iquitos sous les tropiques. Bon, voilà, donc ça, c'est les premières grandes satisfactions, enfin, disons, comme auteur de papier. Après, bon, tous les articles font toujours plaisir, hein, mais pas autant que ce premier article-là, hein, ça m'a beaucoup plu. Et donc, bon, tout ça pour dire qu'en fait, c'est à ce moment-là où j'ai, en quelque sorte, je me suis fixé en cadre, on va dire, un terrain de réflexion vaste, hein, enfin, qui était donc, je l'intitulé Anthropologie de la nature humaine, et ça c'est la généalogie de ces domaines, hein, c'était un peu par rapport aux travaux donc, de Philippe et à la nécessité de trouver donc, quelque chose qui puisse voilà, profiter en fait des éléments de réflexion que Philippe développait à l'époque, et sans faire vraiment de l'anthropologie de la nature environnementale. Et donc c'est avec ces éléments-là que j'ai fait un projet de thèse. Et la question c'était donc où aller concrètement. Et bon, bah, un jour, avec Philippe Descoings, dans son bureau, il y avait une carte qu'il conserve toujours, en fait, même avec les déménagements, une carte de l'Amérique du Sud, où on voit les anonymes, en fait, les centaines d'anonymes qu'il y a un peu partout. Et puis il dit, ici, poum. Et donc, Kantoshi, bon, bah, Murato Kantoshi, on ne savait même pas si c'était un anonyme historique, comme il y en a beaucoup. Ça correspondait à une réalité encore aujourd'hui. Et donc, bah, il paraît que, enfin, il m'avait dit qu'il y avait quelques articles faits par un couple d'Italiens qui était dans un cadre dans un projet de collaboration avec une ONG associée à la mission catholique. Et donc ça faisait penser en effet que le Kantoshi existait et que Philippe l'intéressait parce que c'était en fait des voisins méridionaux en fait, des Hachoirs, là où il avait travaillé. Donc, lui avait travaillé le côté équatorien, mais il y avait donc des Hachoirs péruviens, donc de l'autre côté de la frontière, vers le sud, et encore plus au sud, hein, en descendant vers l'aval de ces rivières. En fait, il y avait donc le grand espace territorial de Kantoshi.
Et donc, bon, moi, je dis, bah, oui, au moins, le choix, enfin, déjà, enfin, c'est décidé, donc, d'accord. Et donc, je suis allé à la bibliothèque du Musée de l'Homme pour voir s'il y avait des, voilà, à quoi correspondaient ces populations. Et en effet, il y avait quelque chose, il y avait une confusion entre la terminologie. Bon, il y avait Kandoshi, parfois Murato, ces différents termes. Après, j'ai compris que c'était différents termes pour nommer la même réalité socio-culturelle. Mais donc il y avait eu en effet deux chercheurs italiens, Massimo Amadio et Lucia De Emilio, qui avaient donc publié 2 articles, ou 3. Et après, ils n'ont pas continué en fait. Je crois, ils ont travaillé dans notre domaine. Je crois qu'ils étaient fonctionnaires de l'UNICEF en fait. Donc ils ont abandonné la recherche. Mais j'avais quand même publié à la revue péruvienne qui s'appelle Amazonia Peruana 2 ou 3 articles sur les Kandoshi, un sur la parenté, une autre sur l'histoire, je pense, et peut-être encore une troisième, mais je ne me rappelle pas trop. Et aussi, il y avait des documents produits par la Summer Institute of Linguistics, hein, qui avait travaillé dans toute la région. Et par ailleurs, les Kandoshi et ses voisins Chapra, qui est une population qui parle la langue Kandoshi, c'est les 2 Kandoa, on va dire, c'est les 2 seules populations, peuples autochtones qui se comprennent entre Kandoshi et Chapra. Les Chapra avaient été l'objet d'un travail d'évangélisation de la part de l'ILV, comme on dit en espagnol, l'Instituto Linguístico de Verano. Ils ont travaillé très tôt et et même un des Chapra, on va dire Kandoshi Chapra, il avait été, disons, converti très tôt, un grand chef, et il est devenu une icône en fait de l'évangélisation ou de la réussite de l'évangélisation de l'ILB en Amérique. Hein. Et il paraît qu'il a fait l'objet de grandes peintures, enfin, de grands tableaux comme ça qui étaient exposés à une époque, si mes connaissances sont bonnes, dans les halls de l'ILB, de Summer Institute of Linguistics à Dallas. Hein. Donc, on voit donc Talidi, un guerrier coupé de tête, et qui ensuite donc, épouse le message évangélisateur. Et donc, du coup, s'est converti. Donc, il y avait quelques éléments qui faisaient penser qu'en effet, ces populations, ces peuples existaient et qu'on pouvait faire un terrain. Mais tout ça, c'était très... il faut encore se placer dans l'époque, c'était début 90, où les communications étaient... et donc, la question, c'était donc préparer une première mission exploratoire, comme on disait, pour voir en fait si c'est la réalité du terrain. Et j'ai tardé un peu en fait à partir. Et un jour, Philippe me convoque dans son bureau. Il me demande alors quand est-ce que j'ai pensé commencer mon terrain. Et je lui dis bon, écoute, je sais pas, etc. Et il m'a dit bon, il faut commencer à réfléchir sérieusement parce que bon, ta formation est bien, mais il faut déjà ça. Et puis je suis parti pour une première mission. 3 mois. Et ça, c'était l'année 91. Et donc là, ça a commencé tout ce qui... C'était le début de la grande aventure qui était le terrain ethnographique chez les Kandoshi.